Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Let's Talk About SEO. Le data SEO, est-ce que ça vous parle? Bah oui, comme quasiment tous les domaines aujourd'hui liés de près ou de loin au numérique, le SEO est de plus en plus impacté par l'avènement de la data. D'ailleurs, l'avenir des professionnels du SEO est-il finalement de maîtriser la data pour créer et optimiser les stratégies de référencement? Ça, c'est une des vraies questions qu'on va se poser aujourd'hui. On a tout un tas d'autres questions d'ailleurs à poser à notre invité du jour, qui est Monsieur Laurent Morat. Comment ça va, Laurent? Très bien, et toi? Bah, écoute, ça va plutôt bien. Laurent, je vais te présenter pour vraiment que Mhm. les spectateurs sachent à qui on a affaire aujourd'hui. Tu es donc un Oui, vrai expert SEO. Tu as quelque chose comme 10 ans d'expérience dans le domaine. Tu es responsable SEO actuellement pour l'agence Ecomedia. Tu as également oui, une vraie expertise en marketing de contenu et data science. Tu as travaillé pour de nombreuses autres agences comme Pixalion, Keyad, l'agence web, etc., etc. C'est un peu long de toutes les citer. Donc, je te propose qu'on débute immédiatement notre interview avec cette première question. Qu'est-ce que le data SEO et quel est l'objectif de cette approche? alors le data SEO, data, ça veut dire données, hein. L'idée du data SEO, en fait, c'est de faire du SEO avec des données plus précises. C'est en fait de ne plus faire du SEO de manière empirique, mais de travailler les choses avec des outils qui vont euh, à partir des données, en fait, permet de faire une optimisation. Par exemple, pour être concret dans le domaine du contenu, tu veux savoir, par exemple, quels sont les mots de vocabulaire il faut pour être pertinent. Hein. Eh bien, là, si tu fais du data SEO, tu vas te baser donc sur tous les résultats que tu peux trouver dans Google pour un mot-clé ou une requête précise. Et là, tu vas donc connaître les mots qu'il faudrait faire pour en fait répondre à l'algorithme de Google, l'algorithme de pertinence, qui est ce qu'on appelle une analyse syntaxique, par exemple. Tu entends quoi par SEO empirique? Par exemple, tu pourrais faire la même chose en me disant, moi, je vais faire ce que je faisais d'ailleurs à un moment. Je disais, moi, comme je suis très analyse de contenu, enfin très contenu, très stratégie de contenu et tout ça, j'avais tout simplement mes idées marketing et je disais aux gens, faites-vous un grand sac de mots, listez le vocabulaire, écrivez quelque chose avec les mots. Donc, en fait, ça marche aussi bien. Ça marche pas aussi bien dans le sens où ça sera beaucoup moins précis et puis ça sera beaucoup plus, ça prendra beaucoup plus de temps aussi. Ça demande peut-être un peu plus de talent. Alors que finalement, si on fait du data SEO, on peut automatiser, avoir un résultat plus sûrement, voilà, un résultat plus sûrement. Donc, on est déjà beaucoup moins empirique. Voilà. Il y a plein de domaines du SEO où on peut utiliser de la data aussi. Là, on a parlé de pertinence. On pouvait aussi parler de l'angle des pages. Voilà, parce qu'il y a l'algorithme de pertinence. Après, tu as l'algorithme de type BERT ou bientôt MUM, je ne sais pas, MUM, je sais pas comment on dit, MUM, qui va donc s'intéresser à l'angle des pages. C'est-à-dire que là, il faut répondre à l'IA de Google qui s'appelle RankBrain et savoir si tu réponds bien à la question. Bah, du coup, comment la data SEO va permettre de répondre correctement à cette fameuse question, cet angle que tu évoques avec cet algorithme? Et bien là, par exemple, tu pourrais te demander, est-ce que je pourrais trouver quelles sont les intentions de recherche? Alors, tu as un outil qui te dit que tel mot ou tel mot correspond à une intention de recherche. Et ce qu'il faut, c'est se baser sur les SERP pour ça. Donc, toi, ce que tu ferais à la main de manière empirique et ce qu'on fait tous les SEO et continue à faire, moins compris, c'est que quand on fait une recherche de mots-clés ou qu'on se demande si on veut remonter sur un mot-clé, on va dans les résultats de Google et puis on se dit, qu'est-ce que Google aime comme type de résultat? C'est-à-dire, en fait, on pose la question à l'inverse, qu'est-ce que Google veut comme, qu'est-ce que Google pense être l'intention de recherche du visiteur qui va taper ça dans son moteur. Et bien là, tu t'essayes d'être, en fait, par exemple, si tu vois des pages de produits, tu sais que c'est du transactionnel. Donc, tu ne vas pas forcément faire des kilomètres de texte, ça ne va pas marcher. Mais si tu vois plein de pages avec du texte, tu vas te demander, tu ne vas pas mettre des pages de produits, ça ne va pas marcher inversement. Donc, ce que tu faisais en allant voir, par exemple, pour chaque mot-clé, euh, je veux dire, ou alors deviner, parce qu'à force de l'habitude, à force d'empirisme, on est aussi renseigné soi-même. Hein, voilà, donc tu peux demander à un ordinateur de le faire plus sûrement. Peut-être pas totalement juste, ce qui fait que tu auras juste à vérifier les trucs où tu penses qu'ils pourraient s'être gourés. Et voilà, par exemple. Et du coup, le data SEO, c'est plutôt
une forme d'outil, une aide, un outil d'automatisation où ça vient vraiment en complément de ce SEO empirique? Voilà, comment ça se passe? Oui, bah écoute, oui, pour moi, c'est d'abord tout ce qui est intelligence artificielle. Je me souviens de ce qu'avait dit Yann Lequin, qui a été chez Yahoo et qui avait un petit peu inventé, je ne sais pas s'il a été l'inventeur de l'intelligence artificielle, je pense que c'est un peu exagéré de dire ça, mais enfin, il a été un des pionniers du moins. Il a dit, c'est pas intelligence artificielle dont il faudrait parler, c'est de compétences artificielles. Et là, du coup, ça remet l'humain au centre du problème. C'est-à-dire que finalement, il y a des choses que les ordinateurs font beaucoup mieux que les humains, c'est de faire du volume et faire du volume rapidement. Les humains sont lents et se trompent au bout d'un moment. Par contre, s'il s'agit de prendre un jugement, d'avoir une stratégie, les humains sont bien meilleurs que les ordinateurs. Et ça, c'est de l'intelligence, la stratégie. Donc, bien sûr qu'on pourrait demander à un ordinateur de faire des choses toute seule. Pareil, ça existe déjà dans le monde du SEO. Ça vient de sortir il n'y a pas très, très longtemps, mais ça commence à se développer, par exemple, de générer du texte optimisé. Par contre, ce texte optimisé, je ne conseille pas de le mettre dans ton article de fond qui va être la star de ton site internet, mais peut-être sur une page de produit où tu vas demander à des humains de répéter un petit morceau de texte et que tu vas demander à un mec de faire 200 descriptions de produits quasi identiques. Là, c'est comme franchement pas un super job. Tu peux demander à un ordinateur de le faire sans problème, quoi. Et puis, voilà, ce genre de choses. Donc, oui, bien sûr, moi, je pense qu'il faut garder l'humain au centre parce que je pense que l'humain, c'est encore la machine qui est le cerveau humain, c'est ce qui permet d'avoir des stratégies les meilleures. C'est la meilleure machine pour avoir des stratégies, qu'elles soient SEO ou quoi que ce soit d'autre. La transition, du coup, est toute trouvée, je te remercie. Comment tu intègres, du coup, le data SEO dans une stratégie SEO concrètement? À quel niveau ça intervient, par exemple? Voilà, comment Là, l'intégrer? en fait, il y a vraiment plusieurs approches. Soit tu es Monsieur Jourdain et tu ne sais pas que tu fais du data SEO parce que tu utilises Your Text Guru. Tu pourrais même être pas connaisseur en SEO et simplement être un rédacteur en utilisant Your Text Guru ou Cocolize, j'imagine, a le même type d'analyse. Tu fais déjà du data SEO d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on en a fait avant toi et toi, en fait, tu appliques les choses. Et puis, tu peux obtenir aussi opter pour une stratégie un petit peu plus comme en fait, ce qu'il faut dire, c'est que pour répondre aussi un petit peu à la question d'avant et en même temps, c'est pourquoi est-ce qu'on va vers ces technologies data ou même intelligence artificielle? Eh bien, parce qu'on veut aller plus vite et plus loin, ou pour reprendre une phrase de quelqu'un dont j'ai un peu oublié le nom, faire plus avec moins. Voilà. En fait, c'est toujours cette idée en fait de se dire je vais faire mieux et en moins de temps. Donc, du coup, je vais monter d'un cran. Et ça vient toujours en plus, pourquoi ça vient à nos idées de SEO expert? C'est-à-dire plus on est expert et plus en fait, les outils du marché ne seront pas suffisants. Plus les outils du marché en fait vont pas en fait mixer des différentes choses et plus je vais me retrouver avec soit du Excel, soit d'autres, soit les gens si les gens font du R ou des choses comme ça pour finalement prendre des données puis les mixer ensemble et essayer de trouver des trucs d'automatisation. En fait, plus tu es expert et plus tu vas avoir de l'imagination pour utiliser le data SEO. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tu m'avais dit comment on le fait. Et bien donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que tu as deux approches. Tu as l'approche un petit peu qui est très bonne, qui est d'utiliser les outils du marché, des interfaces qui ont été pensées pour toi. Et ça marche très, très bien. Et si tu es plus expert, tu vas vouloir effectivement avoir des choses plus adaptées à tes demandes, à ton interprétation du SEO. Et là, tu vas devoir soit développer toi-même, soit être accompagné d'un développeur pour faire tes propres outils. Voilà. Ouais, donc, finalement, bah, tu as un peu également répondu à ma question suivante, qui était le data SEO, est-ce que c'est pas finalement faire du SEO tout à fait normalement, en prenant en compte, par exemple, les métriques de la Search Console, de Google Analytics ou d'autres outils SEO, donc comme Cocolice que tu as cité tout à l'heure, finalement, non, du coup. Ça dépend oui et non. C'est-à-dire que si tu prends la première approche, il y a des gens qui font du data SEO qui ne le savent même pas. Donc, je ne sais pas ce que tu veux dire par normalement, mais c'est probablement ça. Et sinon, si tu me dis, est-ce que c'est normal de prendre les données de la Search Console, par exemple, pour avoir des balises title et des métadescriptions qui invitent plus au clic. Donc, tu pourrais peut-être mettre en place un script pour faire de l'intelligence artificielle, finalement, pour changer tes métadescriptions et tes titles en fonction des données de la Source Console. Je ne sais pas si c'est normal. Je pense que c'est bien, on va dire. Mais je suis sûr que tout le monde ne le fait pas.
Que peut apporter concrètement du coup le data SEO en plus? Tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant de faire plus avec moins. Donc on est toujours dans cette optique de rentabilité de temps et de Oui, quantité de contenu. oui, c'est rentabilité de temps, mais c'est surtout de faire plus avec moins. Alors, c'est surtout de faire plus, parfois, pas forcément avec moins, mais je sais pas, bah, par exemple, tu as une tuto toute simple, là, tu es en agence SEO et tu te dis, bah, mon client, il faudrait que je sache quelle est l'optimisation de ses pages, quelles sont les pages à optimiser, et tu voudrais te dire, bon, bah, ça serait pas mal d'avoir cette info, d'avoir, je passe sur toutes les pages du site, même si ce n'est pas un très gros site, on va dire 500-600 pages, intéressantes pour le SEO, on va dire. Et quelles sont celles qu'il faut que j'optimise? Si tu te mets à faire ça à la main, c'est juste absolument impossible. Donc là, c'est même pas la question de savoir si tu vas le faire de manière empirique ou si tu vas le faire de la data SEO. Si c'est l'empirique, c'est foutu, tu le feras pas. Tu verras que sur quelques pages, tu prendras des échantillons, puis tu diras, ben, votre site n'est pas très optimisé. Tu te baseras peut-être sur les résultats de Google en te disant, il y a plein de pages qu'il n'aime pas, donc on estime qu'elles ne sont pas optimisées. Par contre, si tu avais l'information, ce serait plus précis. Et là, avec du data SEO, ben, tu mets en place un petit script, tu utilises par exemple l'API de Your Text Guru et avec cette API et le script, tu passes sur toutes les pages de ton site et tu sais si ton site est optimisé ou pas en ayant donné, bien sûr, les requêtes sur lesquelles tu veux remonter aussi. Et on a le sentiment que du coup, que c'est surtout quand même la production de contenu, hein, comme tu l'évoques depuis tout à l'heure, où le data SEO va avoir un vrai impact conséquent avec un meilleur ciblage de mots-clés, meilleur crawl, de millions de pages, par exemple, etc., etc. Alors, sur le ciblage, oui et pas forcément, ça dépend ce que tu entends par ciblage, mais ciblage, si tu penses à intention de recherche, je pense c'est encore balbutiant, il n'y a pas encore d'outils du marché, personne ne sait le faire de manière, tu peux le faire de manière empirique en te disant, bah, si je vois une feature snippet, bah, je pense que c'est informationnel, voilà, mais tout ça, c'est vraiment très imparfait. Par contre, si tu parles de contenu, oui, absolument, c'est même là où il y a le plus d'avance, c'est même là où finalement on peut laisser l'ordinateur quasiment bosser tout seul, c'est-à-dire de faire des textes optimisés sur les requêtes que tu lui demandes ou non, on ne va pas dire qu'il aurait choisi, mais parce que ça serait un petit peu exagéré, mais bon, enfin, sur les requêtes que tu lui demandes ou sur les requêtes sur lesquelles Google l'a identifié par hasard, mais ça m'étonnerait que le hasard quand même soit vraiment total. Voilà, donc effectivement, c'est dans le contenu qu'il y a le plus que c'est le plus avancé et qu'on utilise même carrément de l'intelligence artificielle, ce qui est en fait l'avancée ultime du data SEO, quoi. Il y a aussi, on n'a pas parlé de la prédiction de critères. C'est quelque chose, par exemple, qu'ont mis en avant Rémi Bacha et Vincent Terrazi, qui étaient des anciens SEO de OVH. Comment on va utiliser ça? Moi, j'ai conclu, pour l'instant, on ne l'utilise pas, mais bon, j'ai vu un peu comment ça se faisait. On pourrait le conclure en se disant, il y a toujours ce problème de qualité du SEO, chose qu'on pouvait faire avant le Not Provided, par exemple, et qu'on a beaucoup plus de mal à faire depuis que c'est Not Provided. Et là, on pourrait se dire, moi, je remets tout à plat, je fais que sélectionner les critères que je pense avoir un certain poids en SEO, mais j'en sais rien du tout. Malgré toute mon expertise et tout ça, je ne dis que je ne sais pas, je donne juste le set de critères. Et finalement, je vais demander à travers un algorithme de prédiction de voir en fait ce qui pourrait être, quelle est la liste de critères dans l'ordre d'importance finalement à utiliser. Et ça pourrait être une forme de voir si mon SEO est qualitatif et de me dire, par exemple, j'ai tout fait ce qu'il fallait, ce que je pensais en utilisant, faisant du SEO classique et même data SEO en utilisant des outils, des scripts et des machins, des trucs comme ça. Et puis tout d'un coup, j'ai pas de résultats ou j'ai pas les résultats attendus, pas aussi forts qu'attendus. Peut-être que j'ai des petits résultats, mais je suis déçu, voilà. Et est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas? Ça, c'est ma couche ultime finalement. Donc, tu pourrais faire ça. Ça pourrait être un gage de qualité, par exemple. Et du coup, est-ce que le maillage interne, par exemple, peut également être plus performant grâce à la data? Ah bah oui, complètement, parce que en fait, le maillage interne, c'est aussi une histoire de pertinence des pages. Tu fais un bon maillage interne si tes pages sont pertinentes. Si tes pages sont pas pertinentes sur rien, où il n'y a pas de contenu, ton maillage, c'est pas bon. La définition en fait d'un lien pour Google, c'est le rapport qu'il y a entre les deux pages. Quelqu'un comme Laurent Bourrelli a parlé de glissement, c'est un peu ridicule comme nom, mais bon, on peut dire le rapprochement, en tout cas la pertinence des pages compte dans le maillage interne. Donc à partir du moment où tu fais
où tu augmentes la pertinence de toutes tes pages, tu vas forcément faire une amélioration mécanique de ton maillage interne. Et puis, il y a l'autre question du maillage interne, c'est le PageRank interne. Et là, bon, ben, tu peux te dire, c'est plus compliqué de te dire, par exemple, si j'enlève un lien ou si je rajoute un lien, qu'est-ce que ça va faire sur le calcul de proba? Parce que, comme tu le sais bien, le PageRank interne, c'est un calcul de proba. Et finalement, la page la plus importante de ton site, dans l'ordre d'importance, ben, c'est les pages sur lesquelles quelqu'un qui suivrait les liens qu'on appelle un surfeur, j'allais dire le mot soit aléatoire, soit raisonnable, mais on va dire raisonnable, aurait de se retrouver sur une page. Donc, les pages les plus importantes, c'est celles sur lesquelles tu as le plus de chances, finalement, de te retrouver en naviguant sur le site. Donc, quand tu mets un lien sur une page ou quand tu enlèves un lien d'une page, ça va changer. De manière empirique, on peut commencer à avoir on fait tout ça actuellement. Après, il faudrait mettre en place des outils qui permettent non seulement de le faire de manière empirique, mais de faire des vérifications, voilà, ce qui n'est pas forcément très, très simple. Parce que tout ça passe par des graphes et tout ça, il y a quand même pas mal de développement derrière ça. Nous, on est en train d'essayer de faire ça chez Ecomedia et par exemple, on est sur plusieurs mois de développement pour faire un outil dans ce genre-là. Mais on peut parler aussi de maillage externe, c'est-à-dire qu'il y a… oui, voilà. La force induite, c'est un truc qui a été inventé par les frères Perronet, c'est Bartek. En fait, l'idée, en fait, c'est de se dire aujourd'hui, si tu fais des backlinks, la plupart des gens, moi compris, hein, jusqu'à aujourd'hui, on a regardé les sites internet qui allaient faire des backlinks vers nous. Donc, si tu veux, l'idée, ce serait de changer de philosophie, de te dire, je ne vais pas regarder le site internet qui fait un lien vers moi, mais je vais regarder le lien lui-même. C'est ce que donne la force induite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est basé sur la pertinence de la page qui fait un lien vers toi, la pertinence de la page qui la cible, et puis sans doute des tas d'autres choses que Sylvain Perronnet ne veut pas tout dévoiler, j'imagine. Donc voilà. Donc l'idée de la force induite, c'est d'avoir en fait un volume, enfin un chiffre sur lequel tu peux négocier, comme avant on négociait avec le score d'autorité, par exemple, mais qui est différent, qui n'a pas le même paradigme. Concrètement, si demain je veux créer un site web, admettons sur le running ou la cuisine, les bonnes pratiques, les actus, etc., comment m'y prendre pour avoir une stratégie cohérente basée sur la data? Avoir une stratégie cohérente basée sur la data, si tu veux avoir une stratégie cohérente basée sur la data ou non, il faut quand même connaître ton sujet. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment le fait qu'il y ait de la data ou même Alors, l'intelligence artificielle, c'est encore un peu différent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça pourrait être utilisé comme un outil top de qualité, c'est-à-dire est-ce que j'ai tout fait de manière qualitative et qu'est-ce que j'aurais… voilà. Donc, parce que là, quand tu utilises de l'intelligence artificielle pour définir les critères qui pourraient être les bons critères pour remonter sur ton mot-clé, en fait, en te disant, moi, je vais définir des critères, mais ce n'est pas moi qui vais mettre l'ordre. Je vais décider, en fait, je vais utiliser un algorithme prédictif pour le faire. Là, tu chamboules totalement, en fait, ta stratégie, parce que ta stratégie, c'est de dire, je vais d'abord commencer par faire de la pertinence, et puis après, je vais faire, par exemple, du linking externe, des backlinks, et puis après, je vais faire ci, et après, je vais faire ça, voilà. Là, tu dis finalement, ça, c'est l'ordre logique que tu utilises et qui est un peu empirique et que tu utilises peut-être pas, alors non, certainement pas sur tous les clients ou tous les sites internet de manière différente, puisque tu as fait un audit justement pour te dire qu'est-ce qui allait pour faire un plan d'action. Bon, voilà. Après, si tu utilises de l'intelligence artificielle pour te dire quels sont les critères, finalement, tu vas remettre à l'intelligence artificielle un petit peu l'ordre de la stratégie, alors que sinon, tu l'aurais fait. Voilà. Mais sinon, si tu n'utilises pas cette méthode d'intelligence artificielle qui est quand même un petit peu spéciale, on a quand même de très, très bons résultats en utilisant finalement sa pensée SEO, son expertise de SEO, avec des données plus précises de data. Et finalement, c'est exactement le même plan que tu aurais fait si tu n'avais pas eu les données. Sauf que là, tu as des possibilités supplémentaires. Tu vas avoir dans ton plan d'action des lignes en plus parce que justement, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire à la main, quoi, simplement. Eh ben, écoute, Laurent, je te remercie beaucoup d'être venu dans cette émission et d'avoir répondu à mes questions. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être parfois un petit peu complexe à aborder, la data, l'intelligence artificielle, les prédictions. C'est un peu technique également, donc c'est pas facile de le vulgariser. Et je pense que tu t'en es quand même très bien sorti. Je te remercie. Je te souhaite une très bonne continuation, hein, du coup, avec ton agence Eco Média. Et quant à nous,
Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Let's Talk About SEO. Ciao la communauté. Et bye bye.